Salut à tous, bienvenue dans l'Ordre du Monde, c'est votre nouveau podcast géopolitique de BFM Business. Je suis Mathieu Jolivet, je suis chroniqueur international sur BFM Business et donc chaque semaine on va dézoomer sur des cartes dans le monde et décrypter des alliances stratégiques. Salut Annalisa. Salut Mathieu, moi c'est Annalisa Capellini, je suis aussi chroniqueuse internationale à BFM Business et cette semaine il s'est passé plein de choses dans l'actu internationale Mathieu, on a mille choses à vous raconter. L'Ordre du Monde, je pense que vraiment il n'aura jamais aussi bien porté son nom, ce nouveau podcast de BFM Business. On commence avec toi Annalisa, toi vraiment tu as une passion pour les alliances stratégiques qui nous en disent assez long sur comment bouge notre monde qui nous entoure. Cette semaine, tu as choisi de te pencher sur le Japon et les Philippines. Exactement, c'est un rapprochement qui est peut-être passé un peu inaperçu, on n'en a pas beaucoup entendu parler, en tout cas dans les médias francophones. Pourtant, ce rapprochement est vraiment hyper important. En fait, le Japon et les Philippines ont signé un nouveau pacte de défense. L'idée, c'est de faciliter le transfert de matériel entre les forces armées japonaises et les forces armées philippines. Donc voilà, sans aller dans le détail, ça veut dire qu'ils peuvent s'échanger des fournitures, du carburant, des services logistiques. C'est vraiment un accord très très technique. Évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est le but. Si vous nous regardez en vidéo, vous voyez bien sur la carte que le Japon et la Philippine ont tous les deux un voisin très très encombrant, évidemment. Ils sont juste en C'est face de la Chine. Et on voit exactement. bien sur ta carte, Annalisa, que on est vraiment au cœur de cette région hyper stratégique qui est l'Indo-Pacifique. C'est ça. Donc la Chine qui devient de plus en plus menaçante. Donc évidemment, tous les voisins de la Chine essayent de s'allier les uns les autres et surtout de créer un peu une nouvelle organisation régionale en Asie. Depuis des décennies, la Chine est la grande puissance militaire et la grande puissance maritime en Asie. Là, ils essayent de construire quelque chose de différent. Et puis ça consacre aussi un nouveau rôle Mm. pour le Japon sur la scène internationale. Évidemment, le Japon s'engage de plus en plus au-delà de son voisinage immédiat. Donc les deux n'ont pas de frontières Mm. terrestres au sens classique du terme, mais effectivement, ça reste un voisin, les Philippines restent un voisin très important pour le Japon. Donc pourquoi pas miser là-dessus sous un prisme évidemment anti-chinois, le Japon qui se rêve en Ouais. puissance militaire Mais lui aussi en Asie. et c'est passionnant ce que tu nous racontes, surtout que dans cette région, et on en parle assez régulièrement sur BFM Business, il y a une multiplication des alliances militaires. C'est vraiment the place to be quand aujourd'hui on est un chef d'état-major dans le monde. On sait très bien, les États-Unis ont fait un pivot vers l'Indo-Pacifique. Eh On oui. voit bien dans ses discours Donald Trump qui nous dit depuis le début de son mandat, bah moi ma priorité c'est plus l'Europe, c'est bien sûr mon hémisphère occidental, mais aussi l'Indo-Pacifique. Donc là, en fait, c'est encore un accord de défense de plus. Et ce qui est aussi assez dingue dans ce que tu nous racontes, c'est même dans la culture même japonaise, on voit qu'avec cette première ministre, c'est un accord de défense de plus, mais j'allais dire constitutionnellement, le Japon est une nation pacifique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, et tu as vu comment ça change Ouais. ces dernières semaines, ces derniers mois. En réalité, on a entendu un discours presque belliciste, non? On peut dire ça, je pense, Ah, c'est de Sanae Takaichi, surtout par rapport à Taïwan, évidemment, et aux tensions en mer de Chine. Mais bien sûr, on a l'impression que ça change vraiment au Japon, et ça passe aussi par ces alliances stratégiques qu'il faut ouais. surveiller, à mon avis. C'est vrai que c'était spectaculaire. Elle avait dit au Parlement, devant le Parlement, juste après être élue nouvelle première ministre, elle avait dit on Mm. n'hésitera pas à envoyer des troupes, les forces d'autodéfense, on appelle ça au Japon, à Taïwan, donc intervention étrangère si Pékin fond sur l'île de Taïwan. Ça Ça, je... avait créé pas mal de problèmes avec la Chine, Ah par oui, ailleurs. elle s'est toujours pas excusée, je crois que si. Attends, Oui, je crois que Xi Jinping je attend crois. toujours des excuses. Je crois qu'ils sont encore bien Ouais, brouillés je les crois 2. qu'il peut attendre longtemps. Ouais. Bon, on passe à ton sujet Mathieu, parce que toi, ta passion, ce sont, les cartes, la géographie, donc tu nous amèneras toujours dans des endroits un peu perdus, un peu méconnus, sur la carte du monde, et aujourd'hui, tu nous amènes, dans le corridor de Suwałki, Oui, n'est-ce alors pas? un peu comme la semaine dernière, vraiment restez avec nous, ne partez pas au courant. Le corridor de Suwałki, c'est une À pe- Suwałki. de Suwałki Mmh. exactement. C'est une petite bande de territoire qui longe la frontière entre la Pologne et la Lituanie, d'accord? Donc imaginez une forme de route. Alors c'est pas officiellement une route, mais qui fait à peu près entre 60 et 80 kilomètres. Et surtout, et c'est ça qui est hyper important, c'est que ce corridor de Suwałki, il va relier deux points hyper stratégique. Il va relier d'un côté l'enclave de Kaliningrad
Mhm. qui est à Enclave l'ouest, russe. voilà, qui est une enclave russe. Et de l'autre côté, 80 kilomètres plus loin, la Bélarussie. C'est pas la Russie, mais vous voyez, si ceux qui nous regardent, il y a une carte. On n'a pas mis la même couleur rouge que la Russie, mais c'est un rouge clair, hein, parce que la Bélarussie, c'est vraiment l'allié, c'est presque comme la Russie, c'est un allié russe. Et C'est par donc, là que sont passées aussi les troupes russes pour envahir l'Ukraine. exactement, exactement. Et en fait, ce corridor, il y a un truc qui est assez fascinant et spectaculaire, c'est que imaginez le scénario noir, le scénario catastrophe où il viendrait à la Russie d'envahir et de prendre contrôle de ce corridor de Souvalki. À ce moment-là, ça relierait deux territoires russes et pro-russes. Et si vous regardez bien cette carte, qu'est-ce que ça ferait comme conséquence? Ça aurait que ça couperait, ça Eh isolerait oui. totalement les trois pays baltes du reste de l'Europe et de l'OTAN. C'est-à-dire que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie se retrouveraient un peu comme une île avec la Russie autour et seraient coupées du reste de l'OTAN. Ça, c'est le vrai scénario noir. Alors, ce corridor, il n'a pas de statut officiel, hein. Ce corridor, aujourd'hui, c'est un territoire qui appartient à la Pologne et à la Lituanie. C'est donc l'OTAN. Ce qui est assez dingue, et moi, c'est un endroit, mais on y consacrera plus de temps une autre fois, c'est que ces deux territoires russes et proches de la Russie qui le relient, ce corridor, il y a notamment ce fameux Kaliningrad. Kaliningrad, moi-même, je l'avais oublié, mais Et on c'est vrai, l'oublie, c'est vrai. on l'oublie facilement, mais Kaliningrad, il faut se dire que il y a aujourd'hui un petit bout de Russie qui est en Europe. Il y a Eh un oui. petit bout de Russie qui est à l'ouest. Il y a combien d'habitants? Il y a 1 million d'habitants. Il y a Oui, un million de c'est pas Russes. négligeable, hein. Il y a 1 million de Russes qui sont aujourd'hui à Kaliningrad. Kaliningrad, c'est au bord de la Baltique. C'est grand comme une petite région française. Mm. Ça a un statut de zone économique spéciale accordé par Moscou. Donc vous avez plein d'entreprises là-bas. C'est une grande ville, mais c'est aussi et surtout un bastion militaire hyper puissant. C'est-à-dire que Oui. sur place à Kaliningrad, en Europe, hein, dans cette petite enclave russe, vous avez une partie de la flotte de la Baltique, vous avez des troupes terrestres, vous avez des missiles. Donc en fait, c'est un bastion hyper militarisé. Et autour de ce corridor de Souvalki, vous avez régulièrement des opérations militaires, des démonstrations de force, d'une part de l'OTAN, qui a renforcé sa présence là-bas, mais aussi, et ça c'était l'année dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu une opération d'envergure entre la Russie et la Biélorussie, Oui, des qui s'appelle exercices militaires exercice conjoints. militaire Oui. Zapad, ok. Et ben à l'époque, Zapad, ça avait été interprété par la Pologne comme une simulation d'une prise de contrôle de ce corridor de Suwałki. Donc Bah, c'est un peu vraiment, le risque, ils ont pas tort, les Polonais. Là, c'est voilà. un peu le risque. Donc c'est un scénario noir qui est quand même envisagé par les états-majors en ce moment. C'est par là que les Russes pourraient attaquer l'Europe, hein. C'est un scénario parmi d'autres, mais important de garder en tête ce corridor de Suwałki. Donc à surveiller, parce que c'est par là que les Voilà, Russes peuvent à arriver. surveiller. Chaque semaine aussi, il y a un peu le choix, un coup de Mm. cœur ou un sujet qui nous a marqué cette semaine. Toi, cette semaine, je crois que c'est sur un podcast totalement spectaculaire Ah oui, on qui a reste attiré en ton Russie, attention. d'ailleurs, on reste en Russie et sur les Ouais. scénarios noirs, donc c'est une partie un tout petit peu angoissante. Voilà, faut s'accrocher à la barre, je crois. Ouais, c'est ça. C'est l'entretien de Sergueï Karganov. C'est un proche de Vladimir Poutine, c'est un Russe, un conseiller du président russe, et il a été interviewé par Tucker Carlson, qui est un journaliste de la sphère MAGA, un youtubeur américain, journaliste, youtubeur. Et d'ailleurs, il est très, très écouté par Donald Trump. Donc, évidemment, cette interview est aussi un message direct envoyé par Donald Trump. Vous le trouvez sur les plateformes Ouais. de podcast. Juste pour se faire une idée du bonhomme, je crois qu'il a réussi le tour de force de se faire virer de Fox News. Il Exactement, allait parce trop qu'il loin pour il Fox était News. trop radical, en effet. Donc, vous imaginez Voilà. un peu le personnage. Mais cet entretien est vraiment très intéressant parce que ça nous explique la vision des Russes sur l'Europe en ce moment. Donc, Karaganov dit que l'Europe est l'ennemi de l'humanité, que l'Europe est la source de tous les maux, que les Européens ont causé finalement de guerre mondiale, que l'Europe est corrompue en totale déliquescence. Et il répète plusieurs fois, ça il insiste là-dessus, hein, il reste quelques bons Européens, il en reste quelques-uns, mais c'est une exception puisque la plupart des Européens sont dératés. Alors, lui, il a ce concept effectivement de l'Europe qui dégringole, qui est vraiment... Déliquescence. Ouais, exactement, c'est vraiment un discours très, très décliniste, mais attention,
pas seulement. En réalité, il nous menace aussi très directement. Il dit, j'espère qu'on ne sera pas obligé, en tant que Russes, de frapper l'Europe directement. Sinon, on va tout simplement les détruire. Ils n'ont plus de force militaire à proprement Mais les parler. détruire surtout avec l'arme nucléaire. C'est Avec là où l'arme ça nucléaire. devient... Et alors, tu sais sur quel pays? Parce qu'il désigne très clairement les pays par lesquels il faut commencer à frapper. des frappes Tu sais, nucléaires. ouais, tu Vas-y, sais dis-moi. quel pays? L'Allemagne et le Royaume-Uni. Ah, Donc, vache. ouais, pour une fois, c'est pas la France, mais c'est pas loin. Et ce qu'il nous dit Ouais. aussi, et ça c'est très inquiétant, moi j'ai trouvé ça très inquiétant, il dit on sait désormais que les États-Unis ne répondront pas. Donc si on frappe l'Europe, et là il parle de frapper la Pologne et de frapper Poznan, bah, les États-Unis ne répondront pas. C'est totalement sidérant. Voilà. Après, il faut quand même. Bon, c'est un idéologue Bien radical, c'est sûr, un proche de Vladimir Poutine. il y a un peu de C'est- théâtre dans cette Voilà, histoire, il y a aussi le théâtre. évidemment. J'imagine qu'on est aussi sur la guerre psychologique, j'imagine qu'on est aussi dans une Ouais, communication de la terreur. Là, c'est passionnant ce que tu nous montres, c'est un document de propagande oui. qui vise à terroriser ceux qui l'écoutent. Mais qui Nous, vise quoi. aussi à dire aux Américains, attention, on n'est plus du tout en guerre contre vous. Et d'ailleurs, il le dit clairement, nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine non plus. Hmm. Zelensky est consort, c'est pas ça. On est en guerre contre l'Europe. Donc l'ennemi, ce ne sont plus les États-Unis. C'est même plus vraiment l'Ukraine, finalement, cette guerre va se terminer, pas se terminer. Hmm. Il est persuadé évidemment que la Russie va gagner. Le vrai ennemi, ce sont les Européens. Donc voilà, ça c'est un entretien à ne pas oublier ces prochains mois Ouais. quand on Et, analyse les rapprochements entre Trump et Poutine. La stratégie, c'est celle-là quand Et même, hein. il y a un point que je trouve super glaçant dans ce que tu racontes, c'est que finalement, ça fait aussi écho, parce que ton Karaganov, il parle de la déliquescence européenne, Mm. etc., le lit de l'humanité, mais en fait, quand vous regardez le document, la revue de sécurité nationale publiée par Donald Trump à la Maison-Blanche, sur l'Europe, il parle de risque d'effacement civilisationnel, hein. Ah oui, le Euh, constat est le même, c'est ouais, ça qui est donc en inquiétant. fait, il y, a- il Ouais, y a il oui. y a un constat sur une Europe qui part totalement en vrille, qui finalement, avec des mots différents, se rapproche de ce radical idéologue russe, Oui, de ce qu'il y a dans le document officiel de la oui, je suis d'accord Maison-Blanche. avec toi. Bref. Et Ouais. Mathieu, en parlant d'idéologue, toi, Hmm. tu nous parles de l'homme qui a soufflé à l'oreille de Donald Trump son obsession sur Sur le le Groenland. Groenland, ouais, c'est ça. C'est qui? En fait, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Il s'appelle Ronald Lauder. T'en as déjà entendu parler ou pas? Non. Ronald Lauder, en fait, c'est pas n'importe qui. C'est l'héritier de l'empire des cosmétiques américains, Ah, bien Estée sûr, Lauder. Estée Lauder, ah oui. Estée Lauder. Voilà, lui, c'est l'héritier. Il est milliardaire. Ils se connaissent hyper bien avec Donald Trump depuis plus de 60 ans. Ils étaient dans la même université dans les années 60, la Ah Wharton oui. University en Pennsylvanie. Et en fait, en 2018, pendant le premier mandat de Donald Trump, Ronald Lauder est le milliardaire qui lui a soufflé l'idée de racheter le Groenland, en vantant notamment à l'époque le potentiel, bien sûr, géostratégique avec les côtes arctiques Mhm. russes en face, mais aussi le potentiel économique. Et Donald Trump l'a pris très au sérieux. À l'époque, c'était secret, c'était absolument pas public, et il a fait plancher très discrètement en 2018 une équipe de la Maison-Blanche sur des scénarios pour racheter le Ah Groenland. oui. Et Voici une on personne que apprend... Donald Trump écoute. Voilà, exactement, son ami Ronald Lauder. Et à l'époque, il y avait un des scénarios qui consistait à préparer un peu comme un bon promoteur à New York, Mm. un bail pour récupérer un titre de propriété sur le Groenland. Et quand ça avait été rendu public, ça avait entollé, ça avait provoqué une avalanche de moqueries. Voilà, on n'en avait plus trop parlé. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point, en fait, il faut prendre le sujet sérieusement, parce Bien qu'il sûr. est passé à l'acte et il veut toujours le Groenland. Et donc, on a un accord qui va se dessiner, où ce ne sera pas une prise de contrôle totale, etc. Mais avec une présence américaine qui va se renforcer au Groenland. Finalement, ça ressemble à de la location. Quand tu parles du bail, Ça ressemble à une forme de location. Mais ce qui est hyper intéressant derrière, c'est que ce profil de Ronald Lauder, c'est qu'on voit à quel point les intérêts privés se mêlent à des intérêts diplomatiques et géostratégiques. Et ça, c'est toujours assez fascinant. Il faut voir que ce Ronald Lauder, il a déjà investi, il aurait en fait, selon des enquêtes de la presse américaine, investi dans des projets au Groenland, hein. Il aurait pris une participation dans Greenland Water Bank, c'est une société groenlandaise qui exploite une eau de source hyper pure, et lui, il va en faire une eau minérale de luxe à exporter aux États-Unis. Il a aussi investi dans Greenland Investment Group. Ça, c'est un projet de construction d'une centrale hydroélectrique, hein. Il faut bien voir que ce potentiel économique au Groenland, il est assez dingue. Et Mm. même le Premier ministre groenlandais, Frederik Nielsen, était venu au Parlement européen en octobre dire aux députés européens, venez investir chez nous, dans notre sous-sol, on a 24 des Oui. 34 minéraux critiques dont vous avez besoin pour votre défense, votre transition énergétique, etc. Bah, ça illustre bien la vision de Donald Trump où, de toute façon, les intérêts
intérêts privés, ses intérêts particuliers, le business, se mélangent toujours à la Ouais. géopolitique. On a vraiment l'impression que il n'y a plus de grands De discours, de limite et valeurs c'est totalement historiques. Ouais. voilà et c'est complètement décomplexé Mm, et ça s'est vu aussi en Ukraine et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr. Ronald Lauder, moi, je l'ai découvert, en Ukraine parce qu'il aurait aussi investi, dans, une entreprise qui s'appelle TechMet, qui est spécialisée dans les métaux critiques et qui est sur des appels d'offres actuellement pour exploiter les sous-sols du Donbass très riches dans les minéraux critiques. Donc en fait, Ronald Lauder au Groenland, il est pas en premier plan, il est pas connu, c'est un petit investisseur qui a des Mm. intérêts privés, mais il fait partie de cet écosystème où là, on en reparlera peut-être, mais il y a une autre tête chercheuse de Donald Trump qui est là-bas, qui s'appelle Tom Dance, lui, et qui est quelqu'un qui est beaucoup au Groenland depuis un an et qui établit une sorte d'audit sur les potentiels économiques et d'exploitation au Groenland. Et c'est un peu lui qui est en train de constituer cet écosystème d'entreprises américaines qui pourraient venir exploiter le potentiel économique du Groenland. Donc voilà, deux À noms suivre. à suivre, Tom Dance et Ronald Lauder. Tu sais, aux États-Unis, il y a un autre nom à suivre, à mon avis, et c'est ce que je surveille moi pour ces prochains jours. C'est Steve Bannon. Ah, bien sûr. Steve Bannon, grand idéologue du mouvement MAGA. Il est effectivement un grand personnage de cet univers trumpien. Et il y a des proches de Steve Bannon qui disent qu'il est en train de commencer à préparer le terrain pour être candidat à la C'est dingue. Maison-Blanche Mais lui, en c'est l'idéologue 2028. plus, hein. Ah oui, lui vraiment, c'est un immense personnage. Et voilà, on dit effectivement, on l'appelle le parrain du mouvement MAGA. On dit que ça ne serait pas tant une candidature sérieuse, il ne chercherait pas vraiment à devenir président, mais il veut surtout influencer le débat, peser dans le débat, Hmm. mettre son nom. Et en même temps, on sait que Donald Trump non plus ne pensait peut-être pas devenir président. Et puis, here we are, Ok. 8 ans après. À Donc, surveiller. donc voilà, Et je moi, crois que à Steve Bannon surveiller, avait ouais. une énorme responsabilité dans la prise du Capitole Ah oui, Steve Bannon est par un les grand partisans idéologue MAGA. qui Ouais. qui fomente aussi des courants, Waouh. un petit peu, radicaux dans le mouvement MAGA. Donc voilà, moi je vous dis, surveillez bien Steve Bannon, regardez bien, ses réseaux sociaux, regardez bien ce qu'il dit à ses prises de parole. Et toi, tu surveilles À quoi? surveiller de près. Moi, ce que je vais surveiller, Annalisa, c'est alors j'ai vu que lundi prochain, il allait y avoir une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et en fait, ce qui est complètement fou, c'est que l'objet de cette réunion paraît aujourd'hui complètement folle. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une réunion sur le renforcement du multilatéralisme et en fait, il y a Oh! encore quelques semaines, cet objet-là aurait été totalement banal et Mmh, aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que je vais surveiller ce que va dire l'ONU lundi prochain. C'est qu'aujourd'hui, en fait, l'ONU et ce concept du multilatéralisme est tellement percuté de manière violente par Trump, sa doctrine Monroe, mmh. sa doctrine hémisphérique qui vise à changer totalement, à créer un nouvel ordre mondial avec plusieurs hémisphères, à la tête de chaque hémisphère, un shérif, et remplacer l'ONU par un conseil de paix où finalement ça voudrait dire que chaque année il n'y a plus d'assemblée générale de l'ONU, mais un conseil hémisphérique où tous les shérifs se retrouveraient, en gros, c'est ça son conseil de Ouais. paix, et ben ça vise un peu à tuer l'ONU. Donc en fait, moi je vais surveiller avec attention comment, dans cette période si délicate, l'ONU va se défendre et comment l'ONU va essayer de faire subsister quand même ce concept de multilatéralisme qui, peut-être, je ne sais pas, vit ces dernières heures. On ne sait Qui est pas. en danger en tout cas, ouais. Alors tu nous en diras des nouvelles la semaine prochaine? Avec grand plaisir. Voilà, Voilà, donc on bah, se retrouve la semaine prochaine, toujours jeudi, sur toutes les plateformes de podcast, sur notre site, bien sûr, BFM, et puis sur l'appli, évidemment, si vous êtes appli. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un petit like sur le podcast sur vos plateformes, et puis n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez, ça nous intéresse toujours. ah oui, absolument. Si vous avez des questions, on va les noter, on va faire notre to-do list aussi, on Ouais, va essayer de vous répondre parce que nous aussi, promis. on est passionnés par cette géopolitique, on veut apprendre en même temps que vous, et puis voilà, on espère que ça vous plaît. L'Ordre du Monde, c'est votre nouveau podcast géopolitique. Salut Annalisa, à la semaine prochaine. Salut Mathieu, à la semaine prochaine. Salut à tous.